Honorable doyen du tribunal criminel, nous laissons Nazareth, nous laissons Jérusalem, nous rentrons en France. La France de Napoléon, la France de De Gaulle, pour vous présenter le cas en guise d'illustration, pour vous présenter le cas de la famille Jean Calas. On est dans la soirée du 13 octobre 1761. Il y a un citoyen qui vivait dans la ville de Toulouse, du nom de Jean Calas. Il vivait avec sa famille. Il tenait sa boutique. C'était un lingier. Il avait une boutique de linge à Toulouse. Un matin, il a surpris son fils, Marc-Antoine Calas, âgé de 29 ans, qui s'est pendu dans la boutique. Nous sommes en 1761. La famille Calas ne savait que faire devant ce drame. Parce que nous devons dire, à l'époque, se suicider, c'était un crime. Et comme sanction, le suicidé ne devrait pas être enterré dans un cimetière où les autres personnes, entre guillemets, les catholiques, se trouvent ou bien sont enterrés. À un moment donné, pour éviter cette honte à la famille pensait, la famille a voulu camoufler le suicide pour le déguiser en accident. Mais, affolé, ne sachant que faire devant ce drame horrible, la famille a fini par admettre que leur fils s'est suicidé dans cette soirée du 13 octobre 1761. Mais nous allons voir et comprendre, magistrats, les Calas, ils sont nés, les fils, ils sont nés pratiquement après la révocation de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est ce décret royal qui permettait le culte protestant en France. Mais, en dépit de tout, ils étaient baptisés catholiques, mais ils continuaient à professer la foi protestante dans leur domicile. Mais c'était un secret pour personne, dans toute la ville de Toulouse, que la famille Calas est réputée une famille protestante. Et dès lors que l'édit de Nantes, qui autorisait le culte protestant, a été révoqué, autant que je me rappelle par Louis XIV, à ce moment, c'était une hérésie pour pratiquer le culte protestant en France. Encore une fois, l'opinion publique est intervenue pour dire que les faits ont été dénaturés, pour dire que Marc-Antoine Calas ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné par son père parce que il voulait renier la religion de ses parents, la religion protestante. Dès lors, c'était la manipulation de l'opinion publique. Le bruit courait dans toute la ville que Jean Calas a assassiné son fils parce que son fils s'étant vu refuser un certificat de catholicité. Il voulait Marc-Antoine et Calas voulaient devenir avocat. Mais pour être avocat à l'époque en France, il fallait prouver que vous êtes de religion catholique. S'étant vu refuser
ce certificat de catholicité, eh bien, Jean et Marc-Antoine Calas a vu qu'il a raté sa vocation de devenir avocat. Mais, drôle de coïncidence, magistrat, une enquête a été ouverte et dans l'enquête, malheureusement pour Jean Calas, on a trouvé une correspondance que notre fils, que son fils Louis Calas avait adressé à une autorité de la ville de Toulouse pour faire part aux autorités du traitement qu'il subissait de la part de son père, le traitement qui se traduisait comme étant un non-assistance de manière financière. Il ne recevait aucun appui financier de son père parce qu'il voulait renier la religion protestante. Face à cette situation, les deux étaient jetés, il n'y avait rien de plus, on devrait mettre à mort Jean Calas pour l'assassinat de son fils. L'opinion publique, encore une fois, a eu raison. Le 9 mars 1762. Alors, bien avant, il y a le procureur du roi, Charles Lagagne. Il a demandé, il a fait publier un monitoire. Le monitoire, c'est cet acte par lequel l'Église catholique fait cette publication à la messe du dimanche pour demander à tous les fidèles catholiques de chercher des preuves pour acculer la famille Calas, parce que maintenant, Marc-Antoine qui s'est suicidé, on l'a considéré comme étant un martyr suite à la publication de ce monitoire. Il y a eu une procession dans la ville. On a demandé aux fidèles catholiques d'assister Marc-Antoine Lacroix, de le suivre dans une procession, ou une procession qui réunissait 20 000 fidèles catholiques. Il a été bel et bien enterré dans un cimetière. Le 9 mars 1762, Jean Calas a été déclaré coupable par le Parlement de Toulouse. Le lendemain, il a été soumis à une torture hors pair, à l'aide d'une barre de fer. Son bourreau l'a frappé. Son bourreau a brisé tous ses membres. Et, en plus, des couches d'eau contenant de l'eau, on a déversé des litres d'eau dans sa bouche. Il ne pouvait pas respirer. Le lendemain, le surlendemain, Jean Calas a été soumis à la place Sainte-Catherine, Saint-Georges. Il a été soumis au supplice de la roue. Frappé, torturé, finalement, ses membres étaient totalement brisés. Il a rendu l'âme. Mais, dans son supplice, dans son agonie, dans toute cette torture, à aucun moment donné, il n'a pas transigé. Il n'a pas abandonné sa profession de foi. Il est resté conséquent à lui-même jusqu'à la mort. Les autres membres de la famille, il y a Madame Calas, les filles Calas, ils ont été bannis de la ville et de la France. Elles ont pris refuge. Elles ont pris refuge à Genève. L'histoire a été rapportée au philosophe Voltaire. François-Marie Arouet, qui, par le biais d'un commerçant de Marseille, a pu apprendre ce qui s'est passé effectivement. Mais ce que Voltaire a dit, il a fait des tournées, il a fait son enquête, il a écrit une correspondance à Richelieu pour demander la révision du procès des Calas.
il s'est dit une chose. Voltaire s'est dit, la première bataille que je dois gagner dans ce procès est celle sur l'opinion publique. De 62 à 65, durant 3 ans, Voltaire s'est mis à faire un plaidoyer. Il s'est mis à écrire. Il a publié des ouvrages sur l'affaire Calas. Plusieurs ouvrages. Il a dénoncé l'intolérance religieuse. Il a publié tout ça parce qu'il sait qu'il doit gagner d'abord la bataille contre l'opinion publique qui croyait, pourvu qu'on ne soit pas catholique de la religion du roi, de la religion de la majorité des Français, eh bien, on est bon pour la mort. Finalement, Voltaire a eu gain de cause en obtenant la réhabilitation des Calas, de la famille Calas. C'est à ce moment que Madame Calas et ses filles, qui ont été envoyées dans des couvents catholiques, c'est à ce moment-là qu'elles ont pu revenir en France. Mais Jean Calas, le père, il a bel et bien perdu la vie. Il a été torturé, vilipendé, soumis au supplice de la houe pour un crime qu'il n'avait pas fait. Voilà, lorsque nous disons magistrat, cette opinion publique est un cancer pour notre justice. C'est une plaie pour notre justice magistrat. Je sais que vous êtes un magistrat courageux. Nous avons été formés magistrats aux frais de l'État haïtien. Nous choisissons, magistrats, de vivre en homme libre, de pensée, de mouvement en Haïti. Parce que nous croyons, contrairement à Nathanaël, qui disait, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Mais nous croyons, contrairement à Nathanaël, quelque chose peut sortir de bon de notre justice. Nous croyons que quelque chose peut sortir de bon de notre pays, Haïti. Nous sommes les dignes représentants de ce pays et nous entendons, magistrats, défendre du bec et des ongles le droit de l'accusé Clifford Ashbrand. Honorable doyen du tribunal criminel. Nous avons également appris beaucoup de choses. Dans le cadre de cet ouvrage, vous voyez que lorsque l'auteur dit les grands procès de l'histoire, nous nous mettons en question. Nous remettons en question ce titre. Si c'est grand en termes de scandale, si c'est grand en termes de la gravité des crimes reprochés, mais c'est très pauvre ces procès en termes d'application de la loi. Si nous sommes là, magistrats, nous voulons que dans le cadre de ce procès, que la loi puisse être appliquée. Nous l'avons dit dès le début, ce procès doit être le procès de la rupture. Nous allons provoquer la cassure. J'ai entendu sur les zones de Radio Métropole, il y a de cela plus d'une semaine. Il y a un journaliste qui disait que oui, l'expert a dit que 70% ça concerne toute la population carcérale. Mais toute la vérité concernant ce témoignage n'a pas été rapportée. Mais je me réjouis quand même. Le journaliste a d'ajouter que, du moins, c'est pour la première fois que nous assistons à ce genre de procès en Haïti. En attendant, des experts qui sont venus au tribunal pour témoigner, pour donner leur avis scientifique dans le cadre d'un procès criminel. C'est de ça que nous entendons parler, magistrats, lorsque nous disons que nous voulons mettre la science au service de la justice. Maître
Jacques Vergès, magistrat, dans un ouvrage écrit, il décrit Jacques Vergès, je défends Barbie. Je défends Barbie. Je défends Barbie. Barbie, c'est Klaus Barbie, c'est cet homme-là qui a été accusé, tantôt de crimes de guerre, tantôt de crimes contre l'humanité. Maître Jacques Vergès rapporte dans son ouvrage, c'est paru dans les grands procès d'histoire. Mais si vous lisez le procès de Klaus Barbie dans cet ouvrage, vous n'allez rien apprendre de ce procès. Mais ce livre présente la plaidoirie de Maître Jacques Vergès qu'il a tenue en France, à Lyon, les 1er, 2 et 3 juillet 1987. Barbie a été accusé. Accusé de crimes de guerre. Il a laissé la France pour prendre la nationalité, s'installer en Bolivie et il a acquis la nationalité bolivienne. On lui a reproché des crimes commis entre 1942 et 1944, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Klaus Barbie, il s'est soustrait de manière légale à la justice française parce que, devenu citoyen bolivien, la France a fait une demande d'extradition auprès du gouvernement bolivien. Le gouvernement bolivien a soumis la demande d'extradition à la Cour suprême de Bolivie. La Cour a tranché. Un arrêt a été rendu selon le principe qu'on ne peut pas contraindre une nation à livrer ses ressortissants à une autre puissance pour y être jugé. La Cour suprême de Bolivie a tranché. Il n'y a pas question d'extradition. En plus, magistrat, vous allez comprendre que Klaus Barbie, parce qu'il y a des Juifs qui étaient victimes lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'Union des Juifs de France, l'Union générale des Juifs de France. Il a été accusé du dernier convoi, de la déportation des enfants d'Isieux. Eh bien, Klaus Barbie va se retrouver devant le tribunal criminel à Lyon 45 ans après ces crimes commis. Des crimes qui ont été couverts par la prescription. 45 ans après, la France a organisé dans la ville de Lyon le procès de Klaus Barbie. Magistrat, avec magistrat, un matraquage des organisations dites de défense des droits humains, avec un matraquage de la presse, pour dire, on l'a nommé le boucher de Lyon. On l'a dit, le plus grand criminel de tous les temps. Klaus Barbie, nous réclamons sa tête. Une justice, magistrat, qui transpirait tout ce qu'il y a de vengeance, mais rien de la justice. Maître Jacques Vergès, en acceptant le cas, en préparant son dossier, il s'est dit, en aucune manière, la France de Napoléon, la France que je représente en tant que ressortissant, en aucune manière, il n'existe aucune provision pour condamner Klaus Barbie. Qui pisait, magistrat? Le B.A.B.A. du droit, excusez-moi,
le b.a.-ba du droit a été escamoté. La France a adopté une loi en 1964 pour reconnaître le crime contre l'humanité. Eh bien, vous allez voir, magistrat, que cette loi a été utilisée dans le procès pour acculer Klaus Barbie alors que ces crimes ont été commis 45 ans auparavant. La loi a rétroagi dans ce cas parce qu'il fallait coûte que coûte, selon les dictats de l'opinion publique, il fallait coûte que coûte condamner Barbie. Il n'était pas assez pour la prison. Lorsque M. Jacques Vergès a analysé le cas, il a dit, je ne vois pas comment mon pays, la justice de mon pays, puisse arriver à la condamnation de Klaus Barbie. Mais comment Klaus Barbie est arrivé en France, vu que la demande d'extradition du gouvernement français a été rejetée? Eh bien, la France s'est organisée. La France a utilisé des hommes de main, quand on est tantôt au Chili, tantôt en Bolivie, pour séquestrer Barbie, pour rentrer en France avec Barbie, alors que la Cour suprême de son pays et de son pays adoptif avait rejeté la demande d'extradition. Il a été kidnappé, enlevé pour être jugé en France. Face à tous ces faits, à tous ces éléments du dossier, M. Jacques Vergès dit, c'est un pari gagné d'avance, parce que je ne vois pas comment la France va pouvoir condamner Barbie. Dans les premiers jours du procès, magistrat, Klaus Barbie refusait tout d'abord de s'exprimer en français au tribunal. C'est son droit le plus entier. Citoyen bolivien, maîtrisant la langue espagnole, il refusa catégoriquement de s'exprimer en français. Il a été assisté d'une interprète. Et au bout de 3 jours du procès, magistrat, il a demandé à l'honorable président du tribunal criminel s'il pouvait être soustrait, et s'il pouvait être soustrait de cette mascarade de justice et qu'il attende dans sa cellule. Le doyen du tribunal criminel l'a autorisé à laisser le tribunal. Tout le procès s'est déroulé en son absence. Il restait humblement dans sa cellule pour attendre le verdict. C'était sans surprise. Le verdict était tombé, magistrat. Au nom de la vindicte populacière, Klaus Barbie a été condamné à perpétuité. Il est décédé en prison en 1991. En dépit du fait que ce procès, au point de vue du droit, au point de vue de la morale, n'était pas acceptable, n'était pas faisable, mais il a été quand même jugé. Parce que l'opinion publique, encore une fois, a mal conseillé la justice de la France. Voilà pourquoi, honorable magistrat, en acceptant ce dossier, nous disons que nous ne faisons pas l'apologie de l'enlèvement en Haïti. Mais cependant, nous devons faire comprendre la situation de notre client, Clifford Ashbrand. Nous devons nous armer de courage pour affronter cette opinion publique sous la menace de lapidation, sous la menace de je ne sais quoi. Nous devons affronter tout ça. Parce que notre pouvoir magistrat, notre pouvoir réside dans notre capacité de parler, dans notre capacité de défendre des clients. Notre pouvoir magistrat réside dans notre savoir. C'est de là que nous puisons notre force. Honorable doyen du tribunal criminel, nous avons, mon confrère et moi, nous sommes dit que
nous pesons la responsabilité que nous avons maintenant et que nous avons commencé à assumer. Et nous nous entendons pour l'assumer. Pourquoi, magistrat? Nous disons que le droit doit être appliqué dans le cadre de ce procès. Les instruments juridiques internationaux et même, magistrats, si ce procès doit être perçu comme une grande première dans le système judiciaire haïtien, nous disons que cela doit se faire. Cela vaut la peine. La question, magistrat, c'est que il y a de ces procès. Il y a de ces procès auxquels que nous assistons, que nous avons assisté dans le pays, qui laissaient à désirer. Sans vouloir déplaire, magistrat, sans vouloir déplaire à d'estimables confrères qui